Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Nerler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique teamasters.com. Après l'interruption de cet été et un repos qui j'espère vous a été bénéfique, nous nous retrouvons pour des cours d'été, des cours d'automne, de thé, des cours de thé en automne. Et donc nous allons aujourd'hui lancer un petit peu un cours qui va peut-être prendre beaucoup de temps, mais ça va être la première pierre aujourd'hui. Et j'espère que cela va vous intéresser. Et ce cours-là, en fait, il va être un petit peu particulier. Il est un petit peu en fait en relation avec cet été qui a été très particulier. L'an dernier, à Taïwan, nous étions confinés dans le pays parce que le virus était partout ailleurs dans le monde. Et cette année, depuis la mi-mai, le virus en fait s'est transmis, a réussi à pénétrer les frontières de Taïwan. Et cette fois-ci, nous étions confinés de manière un peu plus à la maison, pour ainsi dire. Donc j'ai jamais aussi peu voyagé d'une manière physique, mais je n'ai jamais autant voyagé avec les livres. Et c'est grâce à ces voyages que cela m'a donné l'idée de ce cours, d'un cours sur le livre classique chinois qui parle le plus de thé. Alors, quand on regarde un petit peu sur Wikipédia, c'est quoi les grands classiques chinois? Là, je parle de romans, je parle pas des livres de littérature philosophique qui sont les plus anciens, Confucius, Mencius. Non. Là, on parle plutôt de littérature. Alors, dans l'ordre un petit peu historique de leur action, on a les trois royaumes qui se déroule du temps des trois royaumes, lorsque la Chine était fragmentée en trois, et puis donc ça raconte un peu l'histoire, comment avec des alliances, des guerres, etc., finalement Cao Cao arrive à réunifier la Chine. Ça c'est vraiment un grand roman historique très très important jusqu'à encore aujourd'hui pour aussi la conscience chinoise. Mais visiblement, comme c'est avant Tang, il y a très très peu de thé dans ce roman. Un autre roman de la dynastie des Tang, où le thé commence à être inventé avec l'Ou, en fait, c'est le voyage vers l'ouest. Ça décrit, en fait, c'est un petit peu un roman très romancé, très poétique, avec des moines chinois. Par exemple, le Sun Wukong qui a un singe, et puis Zhubaji qui est un porc, qui vont vers l'Inde pour chercher des textes bouddhiques et les ramener en Chine. Alors bien que ça se passe aux dynasties Tang, donc là c'est un livre que je n'ai pas lu parce qu'il est très souvent en film ou bien en dessin animé pour les enfants, mais visiblement il n'y a pas beaucoup sur le thé non plus. Le troisième livre très classique, c'est Au bord de l'eau, Shenayan, qui est très très long avec beaucoup de caractères, beaucoup de personnages. Ça se déroule dans la dynastie nord des Song, et Au bord de l'eau, en fait, ça fait référence au fait que les bandits, ceux qui vivaient en marge de la société chinoise, qui ne voulaient pas payer d'impôts, qui n'étaient pas des paysans, etc., qui vivaient plutôt de petits larcins, ils vivaient dans les marécages, près des fleuves, etc., plutôt dans le sud de la Chine aussi, qui est plus marécageuse que le nord, qui a des grandes terres qui sont un peu plus fertiles pour faire des grandes cultures de blé, alors que le sud est plutôt qui font plus des rizières qui sont plus petites. Et ce livre-là, forcément, comme ce sont des bandits qui vivent au jour le jour, ils n'ont pas les codes pour faire le thé de la manière la plus raffinée. Donc on y trouve très très peu de thé non plus dans ce livre-là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans la page Wikipédia, il y a 5 livres classiques, alors que dans la page Wikipédia en anglais, il n'y a que 4 livres. La différence, c'est le livre Jin Pinmei, qui est un livre érotique,
Donc visiblement qu'il y a eu la faveur des auteurs français de Wikipédia, mais pas chez les Anglais. Ça c'est toujours le flair français. Ensuite, par contre, maintenant, le quatrième livre, c'est celui qui va nous intéresser. C'est le Rêve de la Chambre Rouge. Ou bien aussi se traduit le rêve dans le pavillon rouge. Il y a encore plusieurs autres noms, mais donc finalement dans la Pléiade, ils ont utilisé le rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqing. C'est un auteur du XVIIIe siècle, début du XVIIIe, et lui, ce pavillon rouge, donc on s'imagine tout de suite une demeure très raffinée, avec en fait une famille très très puissante, très 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 riche. Et ce livre-là, bon, il a la particularité d'être très très long. Vous voyez, c'est la Pléiade, donc c'est écrit en assez petit avec du papier très très fin, et il est en 2 tomes. Ça veut dire il fait environ 3000 pages. Et dans ce long livre de 120 chapitres, on trouve plus de 490 mentions du caractère cha, c'est-à-dire T, dans le livre. C'est-à-dire il y a pratiquement 5 mentions par chapitre, ce qui est vraiment 4 à 5, ce qui est vraiment beaucoup. Surtout dans les 80 premiers chapitres qui ont été écrits par l'auteur lui-même. Il est mort en fait assez jeune, à peine la cinquantaine, et il n'a pas eu le temps de finir le livre. Et du coup, c'est un de ses amis qui l'a fini selon ses instructions. Et à la fin, dans les 40 derniers chapitres, en fait, il y a un peu moins de mention du thé que dans les premiers, parce que c'est surtout Cao Xueqing qui avait cette appétence pour le thé et ce raffinement. Alors, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, c'est, je vous dis, il est mort dans la misère, il est mort assez jeune et pauvre, mais d'où a-t-il toutes ces références pour écrire une histoire très réaliste, ou bien assez réaliste, on va dire, d'une famille riche très chinoise. En fait, il faut savoir que l'arrière-grand-mère de Cao Xueqing, elle a été la nourrice du futur empereur Kangxi quand il était un bébé. Et son grand-père, direct, a été ensuite élevé en même temps que le futur empereur Kangxi. Ils sont allés ensemble assister au même cours avec des professeurs particuliers qui venaient dans le palais impérial, et ils étaient très très liés, très amis. Ça c'est donc le grand-père direct de Cao Xueqing. Et quand Kangxi a accédé au trône, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est bien sûr souvenu qu'il était très ami avec Cao Xueqing, avec le grand-père de Cao Xueqing, et il est accédé assez jeune au trône. Donc ce qu'il a fait, en fait, il a nommé le père de son ami en charge des soieries impériales de la Chine. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'arrière-grand-père de Cao Xueqing, de notre écrivain, il était à la tête de tous les soieries de Chine. Et les soieries, c'était très très important parce que c'était elles qui sont la matière première, et c'était non seulement la matière première, mais c'est également la confection des vêtements pour l'empereur, sa famille et toute la cour. Donc c'est un business vraiment effarant, hein, immense, et donc ça a apporté des richesses très très considérables à la famille Cao. Et à la mort de l'arrière-grand-père, Kangxi a donné cette charge également à son ami, hein, donc au grand-père de Cao Xueqing. À un moment, c'était également le beau-frère. Enfin, toute la famille. C'est un business tellement grand que ça a donné du travail à vraiment toute la famille de Cao, qui s'est mis à la tâche pour fabriquer de la soie, pour l'exporter, avoir des devises, bien pour faire des échanges internationaux, et également
pour toute la cour. Et la soie, c'était vraiment le matériau de luxe par excellence chinois. Donc vous imaginez à quel point c'était beaucoup d'argent. Et ce qui devait arriver malheureusement arriva, c'est à la mort de Kangxi, l'empereur, le nouvel empereur Yongzheng, il a destitué la famille Cao et il les a remplacés par ses propres alliés fidèles, c'est des gens à lui, parce que il faut savoir quand même que Yongzheng, il a un petit peu aidé à hériter du trône. On dit qu'il a un petit peu empoisonné son père et plusieurs de ses, ou bien un ou plusieurs de ses frères, parce qu'il n'était pas le premier dans la ligne. Et donc, avec tous les combines et toutes les mains sales qu'il avait, il y avait beaucoup de secrets qui devaient se savoir dans la cour. Et donc, il n'a pas voulu garder les gens qui étaient proches de Kangxi, il les a remplacés. Et du jour au lendemain, la famille était ruinée, tous leurs biens étaient saisis. Je crois par pitié, il leur a laissé une petite maison où Cao Sheching a pu grandir. Bon, heureusement, il les a pas tous tués. Il leur a laissé la vie et comme ça, Cao Sheching, il a pu écouter les histoires qui devaient être ressassées pratiquement tous les jours des grands-parents et des grands-oncles, etc., pour rappeler comment c'était mieux auparavant, quand l'argent coulait à flot et quand ils avaient les faveurs des princes et de la cour. Et donc, c'est un livre très très important. Il y a même beaucoup de professeurs d'université en littérature chinoise en Chine et ailleurs, dont l'unique sujet, c'est l'étude de ce livre. On appelle ça en anglais le Redology, l'étude du rouge. C'est l'étude du rêve dans le pavillon rouge. Et ça, il y a toute une littérature, on trouve plein de livres qui vont expliquer toutes les références qui sont dans ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc plus de 400 mentions du thé dans ce livre, également des mentions d'accessoires très très fins, de la porcelaine Zhou, de la dynastie Song, de la porcelaine polychrome de Changhua, etc., etc. Et j'avais déjà mentionné l'utilisation du gaiwan il y a avant les vacances, comme quoi quand on utilise zhong, c'est une manière plus distingué, plus solennel, plus rituel d'utiliser un gaiwan que lorsqu'on dit simplement gaiwan. Donc ça venait également du contexte dans ce livre-là. Parce que dans une vidéo précédente, j'avais déjà un petit peu parlé de cela. Et ce qui est intéressant donc, c'est que dans la plupart des gens qui font l'étude du rouge, ce ne sont pas des experts de thé. Du coup, quand ils expliquent qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par ceci ou par cela, si vous regardez dans les livres ou bien sur Internet, la plupart du temps, ces explications sont fausses. À côté de la plaque, carrément. Et ça, c'est intéressant parce que T. Parker, qui est à la fois qui a beaucoup de culture et de connaissances dans le thé, il a examiné maintenant ce livre et il a fait l'exégèse de toutes les références sur le thé et sur les accessoires. Et on a découvert ainsi que la plupart des références sont différentes de ce que les experts de littérature proposent. Et donc c'est vraiment intéressant pour mieux comprendre comment on buvait le thé dans la Chine chez les gens les plus raffinés, quel thé on buvait, un petit peu dans quelles circonstances. Et ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à vous à vous procurer ce livre. Peut-être que vous l'avez déjà lu autrefois. C'est peut-être l'occasion de le relire en s'attardant un peu plus à toutes les références sur le thé.
ou bien de le lire pour la première fois. Et comme ça prend un peu de temps, moi j'en suis à la page 1000 au 44e chapitre, donc je n'ai pas encore fini non plus. Donc je vous propose, une fois que j'ai fini, à ce moment-là, de refaire des cours un peu plus détaillés sur ce livre et les références de thé pour mieux les comprendre. Et surtout parce que si vous lisez sur Internet, vous faites des recherches sur ce livre et les références de thé, la plupart du temps, c'est faux. Voilà, voilà. J'espère que ce petit projet va vous intéresser. Moi, je me suis dit que c'est bien de parler de thé, de feuilles, mais le thé, la culture du thé, ce n'est pas simplement une préparation et des accessoires, c'est toute une culture au sens vraiment large, une culture chinoise, et ça peut aussi être l'occasion de lire un des joyaux de la littérature chinoise, et d'y trouver un intérêt. Parfois, c'est pas toujours facile de s'atteler à lire un livre très long, mais si on se dit tiens, à chaque chapitre on va parler plusieurs fois de thé, voilà quelque chose qui peut nous motiver dans cette lecture. Et ça donne vraiment un aperçu très très intéressant dans une famille très très riche, un peu excentrique, avec plein de gens très oisifs qui ont le temps de s'amuser, à faire de la poésie, et à vivre une vie qu'on aimerait presque tous vivre, de boire du thé, de faire des poèmes, de se balader dans le parc, de donner des petits bisous à droite à gauche. Mais on remarque aussi, mais c'est aussi l'histoire d'une famille qui va perdre son pouvoir, qui va tomber, et on peut se dire tiens, c'est le bonheur, il n'est pas toujours facile à garder. Si on l'a, faut en profiter. Alors, je vais un petit peu regarder vos commentaires et puis je vais tout de suite vous répondre en direct. Pour les gens qui m'ont suivi sur YouTube, je vous remercie pour votre écoute. Mettez un petit pouce bleu, un petit like. Vous pouvez aussi faire ça sur Facebook d'ailleurs. Et vous pouvez me suivre. Et donc, pour les gens sur YouTube, on se verra la semaine prochaine avec un autre thème.